Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Avec nous ce soir, le PDG de SF Capital. Il est économiste, banquier d'affaires, spécialiste des questions économiques en Afrique. Moustapha Sow revient ce soir sur les mécanismes et stratégies sur lesquels s'est appuyé le plan Sénégal émergent pour gagner une nouvelle fois la confiance de la communauté des bailleurs en référence justement à la deuxième phase du plan Sénégal émergent lancé il y a quelques mois au groupe consultatif de Paris, mais également les raisons de croire à un taux de croissance maintenu dans la durée, le tout sur fond de débat sur la dette du pays. Tout cela dans ce nouveau numéro donc de Le Point. Moustapha Sow, bonsoir. Bonsoir Omar. Merci. Vous êtes spécialiste des questions économiques en Afrique, vous êtes banquier d'affaires. Cette invitation intervient au moment où Amnesty International, section Sénégal, a produit son rapport sur la corruption qui classe le Sénégal toujours 67e sur 180 pays, 8e sur 40 en Afrique. En tant qu'économiste, qu'est-ce que cela vous écoutez, le problème de la corruption, malheureusement, est un problème récurrent. C'est une discussion récurrente qui vient très souvent en Afrique. Mais ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que le problème de la corruption, malheureusement, est africanisé, mais ce n'est pas un problème en Afrique. J'ai souvent l'habitude de dire, à chaque fois qu'on parle de gros projets d'infrastructure, la corruption est toujours associée à ça. C'est un problème qui est mondial et non africain. Maintenant, si on revient à l'Afrique, bien évidemment, la corruption est aujourd'hui, malheureusement, un phénomène qui gangrène le développement de notre continent. Il a été estimé à peu près 80 milliards de dollars, le montant qui quitte l'Afrique d'une manière illicite, et paradoxalement, 100 milliards de dollars, à peu près le même montant, est le besoin aujourd'hui du continent africain pour combler son gap en financement d'infrastructures. Donc vous voyez aujourd'hui que ce problème de corruption, malheureusement, est un problème qui gangrène bien évidemment le financement de notre économie. Maintenant, s'agissant du classement du Sénégal, je pense qu'effectivement... On est tout dans la zone rouge, hein, ce n'est pas forcément une bonne réputation. Non, absolument. Il faut comprendre que c'est un combat qui doit être mené par tous les Sénégalais, notamment tous les acteurs économiques du Sénégal, y compris le gouvernement, bien évidemment, en tête. Je pense qu'il y a des efforts qui ont été réalisés et je pense que d'efforts additionnels ont besoin d'être mis en place pour pouvoir aujourd'hui, en tout cas, permettre à notre pays de rehausser. Mais je pense qu'il faut comparer les pommes et les pommes. Je pense que 8e quand même sur à peu près 40 pays, c'est quand même assez intéressant comme classement. Si en tout cas on connaît très bien le fonctionnement du continent et on connaît très bien le continent. Maintenant, moi aujourd'hui, en tout cas, mon rêve, c'est de voir aujourd'hui, en tout cas, le Sénégal très loin dans le classement. Mais quand vous dites que la corruption a été africanisée, vous visez qui? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteur, que tout cela n'est pas l'apanage de l'Afrique? Ça c'est clair. Pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et pour reprendre le rapport aujourd'hui dans lequel 80 milliards de dollars quittent l'Afrique, si on regarde ce rapport-là, 67% de ce rapport, c'est bien évidemment un montant qui est attribué, par exemple, aux multinationales sur les évasions fiscales. Donc, encore une fois de plus. Et l'autre point aussi que je voulais mentionner, la corruption a différents types. Vous voulez avoir un projet, le fait d'aller mettre de l'argent sur la table, bien évidemment, pour essayer de corrompre les décideurs, oui, c'est une forme de corruption. Mais le fait aussi de pouvoir utiliser une puissance économique ou bien un gouvernement étranger pour mettre la pression sur un État pour qu'il accepte de céder les multinationales. Souvent, malheureusement c'est la corruption aussi, active, passive plutôt. Mais vous dénoncez quoi? Le fait que les gens mettent l'accent sur la corruption active? Quand il s'agit de l'Afrique, malheureusement, on met l'accent sur cette corruption-là. Et quand il s'agit, bien évidemment, parce que c'est normal. La corruption active. Exactement. Parce que c'est normal, c'est ce qu'ils arrangent la plupart de ces pays-là. Mais en tout cas, pour moi, l'autre corruption est pire même que cette corruption. Qui se fait sans bruit. Absolument. Et qu'est-ce que cela reflète
selon vous, quand on regarde, est-ce que cela plutôt reflète l'état réel de la gouvernance économique aujourd'hui au Sénégal, à la lumière de cette confiance, on l'a dit dans l'introduction, de cette confiance de la communauté des bailleurs? Est-ce que dans un pays corrompu, on peut avoir comme ça la confiance des bailleurs? Vous savez, il y a un économiste américain du nom de Milton Friedman qui disait la corruption, c'est l'intervention de l'État sous forme de réglementation des marchés. Donc pour lui, bien évidemment, il faut combattre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre la corruption. Mais pour lui, la corruption, compte tenu du monde où nous sommes, c'est une chose qu'il faut combattre. Oui, mais c'est une chose très difficile à éliminer. Je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur, comme je dis, cet élément de corruption qui aujourd'hui est en train de coûter à l'Afrique à 80 milliards de dollars de ressources potentielles. Dans le même temps, il y a l'indice Mo Ibrahim qui fixe un peu l'état de la gouvernance économique, le climat des affaires dans un pays qui attribue au Sénégal une très bonne note, mais il y a déphasage entre ces deux indices. Non, moi je favorise l'indice Mo Ibrahim. Pourquoi? Pour moi, du moment où les Africains ont les outils pour se juger, pour moi ces outils-là, quand ils sont crédibles, je préfère les utiliser que les rapports références internationales. Absolument. Mo Ibrahim, bien évidemment, classe le Sénégal 10e en termes de gouvernance. Et connaissant l'Afrique et les réalités, je peux vous assurer que effectivement, l'indice Mo Ibrahim reflète plus la réalité aujourd'hui sur le continent que d'autres rapports, malheureusement, sur la corruption. Et donc, vous faites plus, vous, en tant qu'économiste, confiance à non, ça c'est sûr. C'est sûr. J'aurais bien aimé qu'on puisse avoir des institutions, mais dans tous les domaines. Aujourd'hui, en tout cas, Mo Ibrahim est une référence. Les rapports Mo Ibrahim sont souvent très bien cités et très bien respectés dans le continent. Vous avez l'habitude de parcourir un peu le continent au travers de votre institution, enfin de votre société. Si vous avez à faire un peu le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Non, vous savez, l'Afrique aujourd'hui a une réalité. Cette réalité, c'est que, comme on dit souvent, c'est le continent. Les gens même parlent du continent du futur, mais pour moi, l'Afrique, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Et si on regarde d'une manière globale le continent, il y a énormément de choses qui se réalisent. Et je peux vous assurer qu'il suffit de parcourir, ayant eu l'occasion d'en visiter au moins à peu près 37 à 38 pays, où j'ai été activement impliqué dans certains types de projets, je peux vous assurer que l'Afrique est en train de se métamorphoser. Maintenant, au sein de cette Afrique-là, bien évidemment, il y a de bons élèves, comme il y a toujours des pays qui sont à la traîne. Mais je peux vous assurer aujourd'hui qu'un pays comme le Sénégal est un pays où d'énormes progrès ont été réalisés, surtout ces 5, 6, 7 dernières années. Et ça, il faut l'avouer dans tous les secteurs, aussi bien infrastructure, énergie, l'agriculture, etc. Donc ça, c'est quand même une réalité. Cela, c'est adossé à un mot qu'on appelle émergence, avec le lancement du PSE en 2014, justement. Vous avez parlé de beaucoup de progrès, vous avez fait état de beaucoup de progrès. Est-ce que selon vous, c'est ça qui définit le mot émergence? Non, absolument. Je pense qu'on s'est beaucoup arrêté sur l'aspect plan Sénégal émergent et le Sénégalais lambda, malheureusement, ne comprend pas exactement les différents leviers exactement, ou même ne comprend même la définition de l'émergence. C'est quoi? Souvent, les gens disent émergence, ils pensent à un pays développé. Et alors, l'émergence est une transition vers le développement. Et il y a des critères d'émergence qui ont été... c'est vrai, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, mais il y a quand même des critères qui viennent souvent, notamment le taux de croissance. Un taux de croissance soutenu, la diversification de la production économique, l'importance des exportations. On va procéder par élimination. D'abord, sur le taux de croissance, parce que c'est important. Depuis 2012, disons, non, absolument. Ce que je voulais, c'est autour de 6,5%. Ce que je voulais, c'est d'abord qu'on contextualise, qu'on sache quels sont les critères d'abord de convergence. Et après, point par point, on pourra faire l'analyse. Et ce qui revient le plus souvent, bien évidemment, comme je disais, c'est le taux de croissance, c'est la diversification de la production, l'importance des exportations et des importations, l'intégration au monde financier international, le rôle stratégique de l'État, les investissements dans les recherches et développement, et enfin, la capacité à protéger le territoire. Ça, c'est à peu près les 7 points qui reviennent
le plus souvent. Et je pense que l'importance maintenant, c'est de voir point par point qu'est-ce que le Sénégal a réalisé exactement pour pouvoir savoir si on a sur le critère croissance. Depuis 2012, on est à 6,5, autour de 6,5, quand on connaît le taux antérieur qu'on avait un peu inférieur à 2%. Qu'est-ce que cela traduit dans Absolument. La notion de croissance économique, le Sénégal, par exemple, en 2012, plus particulièrement, avait un taux de croissance qui avoisinait les 2%, assez timide. Et si vous regardez, c'est à partir de 2015 jusqu'à maintenant, on a quand même un taux de croissance soutenu quand même assez important qui avoisine les 6%. Meilleurs taux dans le monde. Exactement. Donc, exactement. C'est cette constance-là qui fait qu'on peut définir, par exemple, que un pays est sur la bonne voie ou pas. Maintenant, il y a pas mal d'analyses sur les composantes de cette croissance qui peut nous permettre de dire que tel secteur on a évolué, tel secteur on a régressé. Et voilà, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir définir, en tout cas de facto par rapport aux premiers critères de convergence, qu'un pays en tout cas est sur la voie de l'émergence ou pas. Et si on regarde ce point-là, le Sénégal a fait des bons, mais le défi ici reste le fait de se maintenir dans la durée, parce que l'objectif c'est dans les 10 prochaines années peut-être d'aller vers un taux à 2 chiffres. Non, si vous regardez d'ailleurs, le rapport de la Banque mondiale prédit que d'ici 2020, on aura un taux de croissance qui dépassera les taux de croissance de 2 chiffres. Il est estimé à peu près 10,20%. Et là, lorsque le pétrole et le gaz vont commencer à sortir et ces ressources sont bien gérées, il est clair et net que voilà, notre objectif de 2035 sera nettement atteint. Cela implique une percée importante du Sénégal dans le marché, dans le circuit financier international, qui a beaucoup soutenu le plan Sénégal émergent. On a vu la deuxième phase du PSE qui a été lancée récemment à Paris. Qu'est-ce qui a favorisé pour vous cette intrusion du Sénégal dans le marché financier? Ça c'est l'attraction du pays. Vous savez, il y a différents types d'institutions qui peuvent analyser l'économie d'un pays, qui doivent et qui sont habilitées à analyser la situation, la santé financière et économique d'un pays. Et si on regarde les 2 types d'institutions, en tout cas les plus réputées, nous avons la Banque mondiale avec son rapport et nous avons par exemple les agences de notation, notamment S&P, Moody's, dont le Sénégal fait partie du cercle restreint des 16 pays en Afrique qui ont la notation. Qui sont notés, qui sont annotés. Et bien évidemment, cette notation-là, aujourd'hui, qui permet à l'État du Sénégal de pouvoir lever des fonds aussi bien dans le marché, ce qu'on appelle des DFI, c'est-à-dire les banques de développement, et aussi plus important dans le secteur financier international, notamment dans des marchés comme le Nasdaq, qui explique effectivement parce qu'il faut 1200 milliards sur des conditions quand même extrêmement importantes et puis des conditions aussi très rares c'est très rare qu'on trouve en Afrique des obligations qui sont des obligations bien évidemment sur les marchés internationaux sur des durées comme 30 ans à des taux qui avoisinent les 4,75 quand même. C'est des performances remarquables qu'il faut saluer quand même. Est-ce que cela représente pour le Sénégal? Non, ça c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui a son plan et son programme qu'il veut financer. Cette partie, une partie existe, mais la majeure partie n'existe pas. Il faut aller le chercher quelque part. Il y a beaucoup de pays qui veulent se développer, et surtout même dans la sous-région et même en Afrique, qui veulent se développer, qui ont leur programme, mais qui ont du mal à attirer les investisseurs étrangers ou bien les bailleurs étrangers. Donc il faut saluer aujourd'hui le fait que le Sénégal aujourd'hui est un pays attractif. Et le plus important, c'est de voir que cet argent qui rentre dans ce pays est utilisé quelque part. Je veux dire, les gens qui ont vu tous les progrès qui ont été réalisés dans le secteur de l'infrastructure, par exemple, ne peuvent pas nous dire aujourd'hui que cet argent-là n'est pas bien utilisé. Maintenant, en matière d'investissement, pour dire qu'un choix d'investissement est bon ou mauvais, il faut, sur le long terme, on n'a pas emprunté cet argent-là pour pouvoir payer les salaires. On a emprunté cet argent-là pour investir. Et il faut minimum 10 ans pour voir si un investissement exactement est bon ou pas. Mais qui parle marché international parle dette. Aujourd'hui, vous maîtrisez ces questions-là. D'aucuns disent que le Sénégal, c'est sans dette. Non, dans quelles conditions un pays est dit en non, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat, je contextualise.
Je rappelle que après les indépendances, quasiment tous les pays africains avaient un seul moyen de se financer, de financer leur budget. D'abord, il y a une partie, c'est les recettes fiscales, mais une grosse partie, c'était des dons. Aujourd'hui, on arrive à un stade où l'Afrique est en train de se métamorphoser, où les pays commencent à s'autofinancer. Et quand je parle d'autofinancement, le fait que le Sénégal ait la capacité d'aller lever des dettes, c'est de l'autofinancement. Ça veut dire que c'est le Sénégal qui finance sa propre économie. Ça, c'est des choses à analyser. Je rappelle qu'on a l'habitude de le dire en Wolof, donc aujourd'hui, tant que nous, on dépend bien évidemment de ces dons-là, on sera des pays, entre guillemets, indépendants, mais la réalité des faits, exactement. Je rappelle par exemple que le Ghana, cette année, en 2018, a financé tout son budget sans l'aide des fonds monétaires internationaux. Et c'est ça, cette Afrique-là que nous voulons. Nous voulons une Afrique qui est construite en partie et même intégralement par les Africains. Nos États aujourd'hui ont toutes les ressources nécessaires pour pouvoir financer leur propre économie. Et plus ce sera dans ce sens-là, mieux ce sera, en tout cas surtout pour nous, la génération future. Est-ce que la trajectoire sur laquelle le Sénégal, particulièrement et aujourd'hui, permet de croire que dans un moyen terme, on parviendra à financer notre Non, mais ça c'est clair. Pourquoi ? Quand vous empruntez de l'argent, l'élément le plus important, c'est le service de la dette. Par rapport au service de la dette, on n'a pas de problème. D'ailleurs, le dernier rapport de FMI stipule clairement que notre niveau d'endettement est très faible. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si on regarde le taux d'endettement, c'est-à-dire le pourcentage de la dette par rapport au PIB, pour le Sénégal, ça tourne autour de 47%. Alors que dans la zone UEMOA, on est à peu près 70%. Et pour pouvoir comparer et faire une analyse, je le dis souvent, il faut un point de référence, c'est une année à une autre, et une zone de référence. Et cette zone de référence-là, c'est la zone UEMOA, c'est aujourd'hui l'Afrique. Et si on regarde notre niveau d'endettement, il est très faible par rapport au reste de l'Afrique. C'est l'État qui s'endette qui porte le développement du pays. C'est un critère important. Mais quand l'État porte le développement dans un pays, c'est très souvent au détriment du secteur privé qui est appelé quand même à faire la croissance. Il faut contextualiser. Je veux dire, un petit qui veut apprendre à marcher, il faut que sa maman attrape ses épaules. Ça, on ne peut pas le nier. On est une économie qui est en train de se métamorphoser. Il est clair et indéniable que l'État a besoin de mettre les bases de ces infrastructures-là. Ça a toujours été le cas partout. Aux États-Unis, d'ailleurs, l'Europe, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le plan Marshall qui a permis aujourd'hui à l'Europe, le plan Marshall, ce n'était pas le secteur privé, effectivement. Et c'est pareil pour le Sénégal. Maintenant, vu compte tenu aujourd'hui que la base est installée, et c'est là aujourd'hui que le secteur privé doit maintenant prendre le relais. Et moi, je pense que à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire de cette année 2019, c'est vraiment le secteur privé qui doit prendre le relais. Davantage s'impliquer dans le PSE2. Dans le PSE2, parce que l'État quand même a assez fait, en tout cas au niveau de la phase première. Ouais. Mais c'est dans un contexte d'arrivée massive de multinationales, de capitaux étrangers. Souvent, le secteur privé national a du mal à intégrer ce rythme. Alors, cette analyse a besoin d'être faite avec clairvoyance. Okay? Avouons que le Sénégal et même l'Afrique, on n'est pas aujourd'hui à un stade où on peut régler notre problème seul. On a besoin de ces multinationales-là, ça il faut l'avouer. Maintenant, il faut impliquer impérativement et il faut créer des champions. Et ça, on a plusieurs façons de le faire. La première, c'est par exemple par rapport à ce qui s'est passé au niveau du terre. On avait une entreprise française, une entreprise turque et une entreprise sénégalaise. Et l'État a insisté pour qu'il y ait que, par exemple, CSE ne soit pas sous-traitant, mais co-traitant. Et ça, c'est exactement, c'est extrêmement important parce que insister aussi sur le transfert de technologie, ça, c'est extrêmement important dans ce type de projet-là. L'autre phase aussi, c'est le secteur privé doit aussi avoir l'initiative de s'associer, par exemple, au lieu d'attendre qu'une entreprise chinoise ou sénégalaise ou turque vienne se positionner sur un projet, une entreprise sénégalaise peut se positionner, aller chercher
une entreprise étrangère en partenariat et venir proposer la solution à l'État. Et cela, ça permettra à cette entreprise-là aujourd'hui de pouvoir construire ce qu'on appelle un track record et puis voilà, de pouvoir se positionner dans le futur. Et c'est ça qui leur permettra aujourd'hui, demain, de pouvoir aller se positionner dans les pays environnants, notamment comme le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Vous parlez d'entreprises sénégalaises et entreprises étrangères. On sait que dans le contexte sénégalais, la démarcation n'est pas trop grande. Hein, Non. Parce que très souvent, ils posent la question de cette nationalité des entreprises. Non, non. Quand une multinationale vient dans un pays, il crée ce qu'on appelle une filiale pour pouvoir exécuter le projet. Ça, c'est une entreprise de droit sénégalaise, mais ce n'est pas une entreprise sénégalaise. D'accord? Il y a aussi la distinction qu'il faut faire entre une entreprise sénégalaise, c'est-à-dire nationale, qui est détenue par un Sénégalais à 100%, une entreprise ivoirienne. Et rappelons que l'entreprise ivoirienne qui vient au Sénégal a les mêmes droits qu'une entreprise sénégalaise. Parce qu'on fait partie d'une zone économique, et ça c'est la charte qu'on a signée. Une entreprise sénégalaise en Côte d'Ivoire a les mêmes droits qu'une entreprise. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, là où on devrait plus travailler, c'est l'intégration. C'est-à-dire que les entreprises sénégalaises doivent chercher davantage à s'associer avec des entreprises ivoiriennes, des entreprises ivoiriennes et des entreprises maliennes. Et c'est ça qui aujourd'hui nous permettra, effectivement, c'est ça qui nous permettra aujourd'hui d'avoir des avantages comparatifs qui pourraient aujourd'hui permettre à nos entreprises d'être beaucoup plus compétitifs par rapport aux entreprises étrangères, entre guillemets. D'accord. Parmi les critères que vous avez déclinés tantôt, il y a la diversification de la production, de l'économie, disons globalement. Là aussi, vous dites que c'est des efforts énormes qui ont été consentis, qui ont abouti à ces résultats positifs? Ah oui, prenons 2012. Le taux de croissance du Sénégal était de 2%. Vous savez tous que ce taux de croissance-là dépendait des services, notamment secteur bancaire, télécom, etc. Et si aujourd'hui on regarde les derniers rapports, l'évolution sur par exemple le dernier rapport qui a été effectué, on verra que le taux de croissance a été tiré par 1, les investissements publics, 2, le secteur primaire et 3, bien évidemment le secteur industriel, notamment le secteur agroalimentaire. Vous voyez que l'agriculture, c'est le secteur primaire. L'industrialisation dans le secteur agroalimentaire, c'est le secteur primaire. Donc vous voyez qu'en 2012, on avait une économie carrément tertiarisée. Et là, progressivement, l'économie primaire commence à prendre forme. L'économie aussi secondaire commence à prendre forme. Et c'est quand on parle de diversification d'une production, de production dans un pays, effectivement, c'est de ça dont on fait allusion. Et ici, il y a les investissements aussi. Vous dites que c'est important, il faut que l'État emprunte de l'argent, mais investit davantage dans des projets futuristes. Oui, non, c'est pour impulser la recherche dans le même temps. Pour moi, c'est ça le vrai débat. Pour moi, le vrai débat sur la dette du Sénégal, c'est l'utilisation de cette dette-là, et non le niveau de la dette. Pour moi, c'est là où vraiment on a besoin d'avoir le même débat. Est-ce que l'État utilise à bon escient la dette qu'elle emprunte? Et ça, comme je le disais, malheureusement ou heureusement, il est très très tôt pour pouvoir juger parce que c'est des investissements à long terme et on a besoin au moins de minimum 7 ans à 10 ans pour pouvoir juger si ces investissements-là étaient des bons investissements. L'autre point, le dernier, par rapport bien évidemment à la recherche, et développement, c'est aussi une des critères les plus importantes en tout cas par rapport à l'émergence d'un pays. Et aujourd'hui, si tu regardes récemment, il y a un supercalculateur qui fait débat, exactement, qu'on a acheté, qui est extrêmement important dans ce domaine-là. C'est clair, ça met le Sénégal dans un autre niveau. Et pour développer un pays, il faut développer de la compétence, des recherches et le développement. Les États-Unis ne sont pas devenus la première puissance économique mondiale pour rien. Ils ont énormément misé sur les recherches et le développement, notamment dans le secteur de la santé. Ça peut nous permettre aujourd'hui de faire des avancées sur des maladies comme le cancer, par exemple. Et ça, c'est des choses... en Afrique, actuellement, tout est une priorité maintenant. On ne peut pas se focaliser sur un secteur et laisser l'autre. Malheureusement, on a accusé tellement de retard que tout est priorité maintenant en Afrique. D'accord. Et vous dites qu'il y a un critère tout aussi important, c'est la capacité de l'État à protéger le territoire. On est en période électorale, disons-le comme ça. Pour les économistes que vous êtes, d'aucuns disent que ce n'est pas une période favorable aux investissements. Est-ce que ça peut bloquer un pays, économiquement s'entend, les moments électoraux comme ça? Il y a un problème qui est africain.
c'est qu'en Afrique, malheureusement, à l'approche des élections, personne ne veut faire affaire, en général, dans ces pays. Souvent, 3 mois avant et 3 mois après, 6 mois. Malheureusement, je dis pour nous, en Afrique, ça, c'est une réalité. Et ce qui est bizarre et paradoxal, c'est quand on évalue un risque, on se base sur le passé. Et si on se base sur le passé, par exemple, on ne peut pas juger le Sénégal comme étant un pays à haut risque. D'ailleurs, ces notations dont on a parlé tout à l'heure, les S&P exactement, et les Moody's, le risque politique est un facteur extrêmement important dans l'évaluation de la stabilité économique d'un pays. Et si on regarde historiquement, il n'y a jamais eu de problème au Sénégal. Exactement. Et alors, dire qu'on ne peut pas faire du business dans tel pays, bon après, il faut comprendre que la plupart, comme je dis, les investissements directs étrangers représentent une partie très importante de ce qui se passe. Et l'investisseur, quand il vient dans un pays, il regarde 2 choses. Bien évidemment, la première, c'est le risque politique associé, effectivement, et la rentabilité de son projet. Et le Sénégal remplit tous ces critères. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais notre péché, ce n'est pas un péché d'ailleurs, c'est une réalité, c'est qu'on a la malchance d'être dans un continent où, voilà, souvent les gens même ont tendance à dire l'Afrique, le pays africain, alors que c'est un continent. D'accord. Vous êtes le PDG de SF Capital. C'est quoi SF Capital? Vous êtes une banque d'affaires. On parle banque d'affaires, banque commerciale. C'est quoi un peu la différence? Oui, en fait, dans le jargon anglophone, il y a une différence entre le investment banking et ce qu'on appelle le commercial banking, c'est-à-dire la banque d'affaires et la banque commerciale. Avant 1979, c'était la même banque. Mais après la crise financière, il y avait un acte qui s'appelle Glass-Steagall Act qui avait séparé les deux parce que l'autre activité était plus risquée. L'activité commerciale, c'est le dépôt des épargnants. Et les banques d'affaires utilisaient bien évidemment ces dépôts-là pour créer de la spéculation. Et pour pouvoir dissocier et protéger l'épargne de la population, la loi a été mise en place afin que les banques d'affaires se spécialisent uniquement dans le conseil et aussi dans ce qu'on appelle dans le trading. Donc vous faites dans le conseil, vous conseillez les États. Est-ce que vous conseillez l'État du Sénégal dans le cadre du PSE? Bon, malheureusement, pas pour le moment. Je travaille quand même avec beaucoup d'États. Mais au Rwanda, étant au Sénégal, oui, exactement, le gouvernement rwandais, je travaille avec eux sur 2 projets. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion et la chance de travailler avec l'État du Sénégal. Vous faites partie de ces cadres africains qui acceptent de revenir au pays. Vous créez votre société, vous allez la domicilier en île Maurice. Pourquoi? Bon, parce que d'abord, il faut comprendre. Et ces structures sont créées avec une vision panafricaine. Donc aujourd'hui, créer la structure, par exemple, en île Maurice, nous permet d'avoir, en tout cas, beaucoup plus de visibilité. Et moins de taxes, peut-être? Non, ça pas forcément. Il faut être honnête. En partie, oui. Mais je veux dire, le plus important aujourd'hui, c'est que l'île Maurice, aujourd'hui, est un pays qui a mis en place un programme... Un environnement favorable. Exactement, un environnement favorable des affaires. Et le Sénégal ne l'est pas? Pourquoi vous n'avez pas domicilié? Non, moi, je suis ici. Moi, je suis basé au Sénégal. J'ai des emplois ici. Je paye des taxes ici au Sénégal. Vous avez une filiale le bureau de île Maurice, c'est juste pour couvrir les opérations sur l'international. Vous êtes domicilié où exactement? Non, au Sénégal, on a le SF Capital Limited est créé en île Maurice. Maintenant, on a la filiale du Sénégal. On a un bureau pilote, bien évidemment, à Lagos, pour couvrir l'Afrique anglophone, et à Houston, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir structurer tout ce qu'on appelle le commerce à moyen terme. Vous dites que votre rêve, c'est de devenir le Goldman Sachs de l'Afrique. Hein, c'est la banque référence en matière de banking d'affaires. Mais son nom est aussi lié à la crise financière. Non, moi, mon rêve, c'est que l'Afrique soit construite par les Africains, dans tous les secteurs. Bien évidemment, quand je dis Goldman Sachs, je parle du côté positif de Goldman Sachs. Le fait qu'aujourd'hui, c'est une institution de référence dans ce secteur-là. Cela ne veut pas forcément dire copier et puis coller. Hein. Je veux dire, c'est ça qui fait le charme et la particularité de notre continent. C'est qu'on a exactement, on a nos réalités. Et voilà, il faut mélanger la réalité et la réalité de ce monde-là. Et c'est ça qui fera aujourd'hui. Et les banques, pour vous, les banques d'affaires doivent venir sur le continent. Au Sénégal, le climat est favorable. Il faut conseiller ce secteur privé national. Ils sont là, hein, dans les pays anglophones. Est-ce qu'ils vous fréquentent, les gens du secteur privé? C'est très difficile dans les pays francophones, notamment le Sénégal.
J'avoue que les pays, c'est plus facile en tout cas pour nous d'opérer dans les pays anglophones parce que là-bas, la perception du secteur... chez soi. Absolument. Merci beaucoup, Moustapha Sow. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le PDG de SF Capital, banque d'affaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres actualités. Merci.